Bonsoir à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir pour remplir le salon Napoléon, qui est le plus grand salon de restauration du Sénat. Donc ce soir, on va parler d'un thème qui est malheureusement d'actualité, la planète sous tension, guerre froide, guerre chaude. Et donc la situation actuelle qui sera traitée par Joséphine Staron, qui fera un panorama de la situation internationale. Ensuite, nous aurons notre ami Deniol qui fera un focus sur l'après Sharm el-Sheikh et la situation au Moyen-Orient. Et puis, il y aura également le général Favero qui, lui, traitera de l'Ukraine, puisqu'il revient d'Ukraine. Donc, il s'apportera les dernières lumières sur la situation dans ce pays. Bon, la guerre froide qui avait débuté en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, entre le bloc occidental rangé derrière les États-Unis et le bloc soviétique autour de la Russie communiste, a pris fin en 1991 avec la proclamation d'indépendance pour les 15 républiques du URSS. Le 25 décembre de la même année, Gorbatchev démissionne, c'est la fin de la guerre froide. Le lendemain, l'URSS n'existe plus et laisse la place à la Fédération de Russie. Les attentats du 11 septembre 2001 marquent la fin de la guerre froide, telle que l'Occident l'avait rêvée, faite de paix et d'unité. En 2022-2024, à nouveau, le monde connaît des guerres qui prennent une ampleur mondiale par leurs conséquences. La planète est marquée par de profondes recompositions de ses puissances. L'Occident paraît faible et divisé face à la Russie belligérante, à la Chine qui déverse ses produits, à bas coût, et à un Sud global qui réinvente le mouvement des non-alignés. L'ordre international libéral, comme l'a écrit Raymond Aron, le système international, est ainsi remis en cause et déstabilisé par une multitude de menaces et de risques. Le climat géopolitique devient délétère. La planète est sous tension. Alors, entre guerre froide et guerre chaude, où en sommes-nous? Et sans tomber dans les prophéties du malheur, quelles en sont les réalités objectives et les pistes de solutions pouvant être envisagées et espérées? C'est ce que vont tenter ce soir de vous présenter nos trois intervenants. Donc, tout d'abord, je vous présente Joséphine Staron, qui exprime ma belle-fille, et aussi intervenante. Donc, elle est docteure en philosophie politique de l'Université de Paris 1, avec notamment sa thèse sur la solidarité européenne, quelle stratégie pour une refondation du projet européen, dont elle en a fait un essai. Vous avez été auditeur civil à l'école de guerre Terre et auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous êtes actuellement la directrice des relations internationales et des études du think tank Sinopia. Vous êtes professeur à l'école des hautes études internationales et politiques. Vous donnez un cours en anglais sur les organisations internationales et le système des Nations Unies. Vous avez été professeur à l'école de management Léonard de Vinci, à Sup de Pub sur la géopolitique et professeur assistant à Sciences Po. Vous avez écrit différents articles dans la presse écrite et pour le think tank Sinopia, dont l'un intitulé L'Union européenne en réanimation, pronostic digital engagé, et pour le site Atlantico. Vous êtes chroniqueuse sur Euradio toutes les semaines et intervenez aussi sur les plateaux des chaînes de télé, pour LCI, BFM, Public Sénat, France Info, P18, Arte sur Radio et TVP World, un média pour le monde. Voilà, Joséphine Staron, je vous cède la parole. Vous l'excuserez, elle restera assise parce que bon, il y a un heureux événement qui arrive bientôt. Merci beaucoup. Si je m'étais levée, ça m'aurait obligée à être plus concise, mais je vais pas laisser de faire. Merci pour l'invitation. Alors, José a dit que j'allais faire un panorama de la situation internationale. Je pense que ça prendrait plus que 15 minutes de faire ce panorama aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, pour introduire les deux récits qui sont beaucoup plus précis et régionalisés, c'est de faire un petit peu d'archéologie géopolitique et de revenir à la période qui est celle dans laquelle tout a commencé, où toutes les erreurs disent viennent, c'est-à-dire
l'après-guerre froide, après 90. Et là, j'aimerais faire référence à un auteur très connu qui a structuré les modes de pensée depuis les 15-20 dernières années, qui n'est autre que Francis Fukuyama, qui en 92 prophétise ce qu'il appelle la fin de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent, parce que beaucoup en Occident vont croire dans cette théorie de la fin de l'histoire. J'aurais probablement fait partie de ceux qui l'auraient cru, donc on ne jette pas la pierre, il y a de très bonnes raisons de croire, mais on est dans un modèle post-90 où on croit dur comme fer dans une victoire de la démocratie libérale, dans une victoire du modèle de la mondialisation heureuse. On en revient à la théorie de Montesquieu du commerce, par lequel les relations commerciales imbriquées, les interdépendances multiples, font qu'aucune nation n'aura jamais intérêt à se livrer à un conflit avec une autre. On imagine que d'ailleurs cette période est irréversible. Et c'est peut-être là l'erreur de lecture post-guerre froide, c'est de se dire qu'on entre dans une nouvelle ère d'irréversibilité, où plus rien ne sera jamais pareil. Alors, du point de vue européen, ça se comprend, le traumatisme du XXe siècle était suffisamment grand pour avoir envie de croire dans cette utopie d'irréversibilité et dans cette marche vers le progrès incompressible. Même la Chine, en 2001, s'ouvre au commerce international, ce qui fait dire aux Occidentaux, vraiment, ça y est, Francis Fukuyama avait raison. Lorsque la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce, qui pourrait croire que finalement, c'est aussi l'année de, je dirais, de la victoire d'une autre théorie qui avait été beaucoup plus controversée et elle mise en avant en 1996 par Samuel Huntington, choc des civilisations, et qui entre en contradiction absolue avec la thèse défendue par Fukuyama. Avant d'arriver à cette deuxième période, il faut quand même avoir en tête que malgré une idéologie dominante, une utopie dominante sur la fin de l'histoire, le monde n'est pas dépourvu de guerre. Au contraire, dans les années 90, vous avez une multitude de guerres qui se jouent, l'ex-Yougoslavie, notamment au Rwanda, en Tchétchénie, la première guerre du Golfe, le Congo aussi, au théâtre d'une guerre très sanglante, mais les analystes occidentaux ont finalement interprété tous ces conflits comme étant des guerres civiles localisées et des restes de l'ancien monde, celui qui n'a pas encore transitionné vers la démocratie libérale et la mondialisation économique. Donc, on ne prend pas ces conflits au sérieux de certaine manière et on les classe dans la catégorie guerre froide ou pré-guerre froide, donc un volet un peu archaïque. Et pourtant, Samuel Huntington a commencé en 1996 sa démonstration en disant la guerre d'ex-Yougoslavie, c'est rien d'autre qu'une guerre entre les civilisations. C'est un choc des civilisations, entre trois civilisations, la civilisation slave, la civilisation musulmane et la civilisation occidentale. Et lui, il voit vraiment ce conflit non pas comme une simple guerre civile, mais comme quelque chose de beaucoup plus profond. Et il a cette citation que je trouve très illustrative de l'époque et d'aujourd'hui encore. Il dit « Le rideau de velours de la culture a remplacé le rideau de fer de l'idéologie ». Et effectivement, pour Huntington, on ne se battra plus pour des idéologies, la démocratie libérale contre le communisme soviétique, la mondialisation contre le protectionnisme, etc. Mais en revanche, on se battra pour des enjeux civilisationnels et culturels. Et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est, je dirais, l'illustration de cette prophétie de Huntington. Pourquoi? Parce que si vous écoutez Vladimir Poutine, il ne dit rien d'autre que l'Ukraine fait partie de la civilisation russe, tout comme les anciens pays de l'Union soviétique, et qu'il est donc légitime de se battre pour récupérer cette partie de la Russie. Donc cette rhétorique civilisationnelle, existentielle, elle existe, elle a toujours existé, et elle se renforce, et aujourd'hui,
elle nous explose un peu au visage. On ne peut plus la nier. Et je pense qu'on peut lire une bonne partie des conflits du monde comme reflétant, si ce n'est des chocs de civilisation, du moins des quêtes existentielles d'expansion territoriale d'un État vers d'autres territoires pour asseoir, je ne dirais pas, je vais dire sa civilisation, mais du moins sa dominance dans une région. Il va falloir attendre le choc de 2001, c'est-à-dire l'attentat à New York, pour que les Américains, pas les Occidentaux, mais déjà les Américains, comprennent que cette parenthèse 1990-2001 était terminée. Et que finalement, cette période était une parenthèse et que l'irréversibilité dans laquelle ils ont pu croire également, eh bien, elle était une fausse, était une erreur d'appréciation, une grosse erreur qui leur a coûté extrêmement cher. En revanche, en Europe, eh bien, on ne va pas prendre conscience de ça en 2020. On va continuer à être persuadé que l'ordre multilatéral qu'on aura institué après la Seconde Guerre mondiale, qui se sera renforcé autour du pilier occidental après la chute de l'Union soviétique, et bien que cet ordre-là est non seulement légitime, valable, mais surtout pérenne. On ne va pas assimiler le coup d'État international des États-Unis lorsqu'ils décident d'envahir l'Irak sans mandat de l'ONU comme étant le moment de la rupture avec l'ordre multilatéral post-Seconde Guerre mondiale. Peu importe si les raisons étaient légitimes ou non, mais la transgression multilatéralisme et du droit international à ce moment-là, par la puissance qui en était l'unique garante, fait s'effondrer progressivement l'ordre mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui et donne des arguments à des puissances à l'époque en devenir, comme la Chine, la Russie, auprès des pays du Sud, dire, vous voyez, même les États-Unis, finalement, ne peuvent pas garantir ce système international-là, vous avez besoin d'autres protecteurs. Progressivement, eh bien, ce discours anti-occidental va se répandre dans le monde entier et seuls nous n'allons pas percevoir que ce narratif occidental a lieu lorsque vous écoutez la Chine dès les années 2000, le discours des dirigeants chinois, le narratif anti-occidental est omniprésent. Lorsque vous écoutez Vladimir Poutine dès 1999, pareil, il y a un narratif occidental, anti-occidental très fort. Et pourtant, tous ces récits, tous ces discours, toutes ces publications, elles se font dans l'indifférence généralisée des Occidentaux, mais surtout des Européens. Alors, aujourd'hui, dans quel monde vivons-nous? Comment est-ce qu'on peut essayer de qualifier la période dans laquelle on est entré depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui? Déjà, les États-Unis ont un coup d'avance en raison des attentats de 2001, puisqu'ils ont radicalement changé leur politique depuis cet attentat, autour de l'interventionnisme, retour en force de politiques protectionnistes. Alors, ils ont toujours été beaucoup plus protectionnistes que nous en Europe, mais je dirais que le moment protectionniste le plus fort, c'est sous Joe Biden en 2021, avec le fameux Inflation Reduction Act, qui est l'exemple parfait qu'on voit vraiment dans les livres d'économie de protectionnisme économique. Et puis ensuite, ce sera renforcé par Donald Trump, mais qui ne viendra finalement que confirmer de manière brutale le tournant protectionniste que les États-Unis avaient déjà commencé à prendre sous Bush, sous Obama et puis sous Joe Biden. En Europe, le réveil va être brutal, mais il va avoir lieu presque 20 ans après. Il faudra attendre 2020, la crise sanitaire, pour que les Européens commencent à se rendre compte que la fin de l'histoire, la mondialisation heureuse, tout ça était une fable illusoire et qui leur a fait perdre énormément de temps, énormément d'influence et de pouvoir. 2020, c'est quoi? Eh bien, c'est la révélation de la dépendance vis-à-vis de la Chine, outre la crise sanitaire elle-même. Et au moment où on pense se sortir de la crise sanitaire, la Russie envahit l'Ukraine, à la surprise générale. Alors, nous n'avons pas dû être surpris, mais force est de constater que les États européens l'ont été. Ce n'est pas qu'un défaut de renseignement, c'est aussi une posture
intellectuelle, même une posture morale très forte qui nous a conduit à être aveugles à ce qui allait se faire, malgré l'avertissement de 2014. On se souvient que juste après l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine est reçu par Angela Merkel et François Hollande en France, en un format Normandie, et que la Russie s'engage à ne plus jamais contrevenir aux frontières souveraines de l'Ukraine. Et François Hollande et Angela Merkel se félicitent tous deux de cette Russie. Et ils croient profondément encore à ce moment-là. Et on peut comprendre pourquoi ils y croyaient. On oublie simplement, et ce sera révélé très fortement en 2022, que l'Allemagne n'avait aucun intérêt à se montrer beaucoup plus brutale et dans le rapport de force avec la Russie, puisqu'avec sa décision de sortir du nucléaire définitivement en 2011, elle se rendait d'autant plus dépendante de ses importations de gaz russe, dépendante à 60% de sa production énergétique. Donc là, on avait un enjeu essentiel pour l'Allemagne de ne pas rentrer en conflit avec la Russie. Donc 2022, deuxième prise de conscience de nos dépendances et de nos vulnérabilités, cette fois-ci avec la Russie. Et puis ensuite, ça s'enchaîne. Le retour du conflit au Moyen-Orient, qui révèle division interne en Europe, puisque c'est un sujet qui n'a jamais été tranché au niveau des chancelleries européennes. Fondamentalement pas d'accord entre ceux qui soutiennent ou non davantage Israël, davantage un État palestinien. Et puis, nous étions finalement très à l'aise avec le fait que ce conflit restait latent, mais ne se réchauffait pas plus que ça. Ça convenait à tout le monde puisque ça nous permettait de ne pas avoir à nous positionner de manière collective et donc d'avoir une seule diplomatie. Et puis, le retour de Donald Trump en 2025, c'est une grâce pour les Européens. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va révéler nos divisions. Déjà, ça va révéler les dépendances entre la Chine et la Russie des Européens vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens vis-à-vis des États-Unis, que ce soit pour leur armement, pour la défense, dans le cadre de la protection de l'OTAN, ou dans le cadre des accords commerciaux. L'Italie, l'Allemagne encore, l'Irlande, le Royaume-Uni, très liés commercialement aux États-Unis, mais aussi en France, en moindre mesure, mais tout de même. Et donc, on se rend compte, on prend une plaque phénoménale, on se rend compte que le virage protectionniste américain prend une forme extrêmement brutale avec Donald Trump, peu rationnelle parfois, même si il n'est pas si difficile à comprendre quand on comprend que finalement la seule chose qui le motive, c'est l'argument économique, l'argument business, c'est d'ailleurs sa formation, c'est fondamentalement comme ça qu'il pense et qu'il lit tous les problèmes du monde. Sa grille de lecture est quasi exclusivement une grille business. Mais pour nous, ça nous paraît complètement incohérent. Ça sort de tout ce qu'on a pu connaître dans les relations transatlantiques, puisqu'on avait jusque-là des présidents américains de bienveillants avec l'Europe, et surtout qui avaient une connaissance de l'Europe. Joe Biden, il connaissait très bien les Européens. Donc même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, qu'il n'a pas pu tordre la main beaucoup sur l'Ukraine à certains moments, il y avait une entente. Une entente qu'il n'y a plus du tout avec Donald Trump, puisqu'il n'y a plus de culture commune. Trump n'a jamais été en contact véritablement avec les dirigeants européens. Il n'y a pas eu de diplomatie transatlantique menée par Donald Trump pendant sa jeunesse. Donc, il est étranger. Donc, il va traiter l'Europe de la même manière qu'il va traiter le reste du monde, finalement, comme un partenaire commercial, ni plus ni moins, qui lui coûte un peu plus qu'il ne lui rapporte. Et donc, ce réveil brutal, à partir de 2020, et on vit encore aujourd'hui, il nous apprend quoi? Eh bien, il nous apprend qu'on est de retour à nouveau dans un monde d'empire, dans un monde d'impérialisme, alors qui prend une forme très moderne, du tout la forme des conquêtes territoriales du 19e et du 18e, mais qui met en avant des États et des régions du monde qui jusque-là étaient relativement marginalisés dans le jeu des relations internationales. Et ce qu'on appelait des États en puissance, en tout cas des empires en puissance, Chine et Russie, mais aussi Turquie, Arabie Saoudite, vont s'imposer de plus en plus dans le jeu international. Et si on essaye de qualifier
la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, je pense qu'il y a une citation d'Antonio Gramsci qui est très pertinente. Lorsqu'il définit la crise, l'état de crise, il dit ceci: la crise consiste dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Et pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Alors la question qu'on se pose, c'est combien de temps dure cet interrègne? Combien de temps dure la crise? 10 ans, 20 ans, ça peut durer 3 siècles. À l'échelle de l'histoire, si on reprend les grandes périodes dans l'histoire, les crises peuvent être plus ou moins longues avant qu'un nouvel ordre se stabilise, qu'il retombe et qu'un nouvel ordre advienne, etc. De toute façon, ce sont des cycles et on est en plein dans ce cycle, dans un changement de modèle, un changement de régime. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de l'appréhender, c'est d'identifier quelques grandes tendances. Alors moi, je résumerai ces tendances à quatre types de tendances. Première tendance, on passe de la mondialisation à la régionalisation. Aujourd'hui, les États se rendent bien compte que cette idée de la mondialisation est mise de côté. C'est pas pour autant qu'on n'a pas encore un commerce international très fort, mais on va chercher des alliés, on va chercher des protections, on va chercher des accords avec nos partenaires régionaux, davantage qu'à l'échelle internationale. C'est vrai aussi au niveau politique. Les alliances politiques, l'Union africaine, l'ASEAN, le Mercosur, se renforcent progressivement à mesure que se délite l'ordre international, notamment à sa Nations Unies. La dernière COP qui s'est tenue au Brésil était très illustrative de ça, puisque beaucoup de pays du Sud ont appelé à des COP régionales à partir de maintenant, et donc à sortir du modèle internationaliste des COP et des objectifs de développement durable. Deuxième tendance, les rivalités nord-sud. Alors, elles ont toujours existé, simplement il y avait un déséquilibre majeur. Nord, l'Occident était dominant et cette position de domination n'était absolument pas remise en question. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on voit quotidiennement au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies ou dans les différents organes, c'est que les Occidentaux, comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, cherchent des voies, des soutiens auprès des pays du Sud précédemment marginalisés. Donc aujourd'hui, leur voix, elle ne compte pas en tant que telle, mais elle compte en soutien des positions des grands empires ou des grandes puissances régionales. Chacun a besoin, pour des sujets différents, d'obtenir le soutien, l'approbation, l'accord de pays du Sud qui avant n'avaient qu'à s'aligner sur un camp ou un autre. Donc aujourd'hui, on a une vraie complexification de cette rivalité nord-sud. Et dans cette rivalité, vous avez un acteur qui cherche à en prendre le leadership désormais, c'est la Chine. Et on voit à travers toutes ces initiatives commerciales, militaires, d'influence et autres, les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie en sont une assez bonne illustration, mais il a développé une panoplie d'autres outils pour y parvenir. Troisième tendance, c'est l'enjeu de la transition énergétique. On parle énormément en Europe, mais on parle aussi beaucoup dans les pays du Sud, parce que ça implique des questions de financement et d'adaptation des modèles à des phénomènes climatiques de plus en plus importants. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, une fois qu'on sera tous sur la même trajectoire, ce sera un facteur de pacification. Eh bien, au contraire, la transition énergétique est un facteur de nouvelles conflictualités. Pour d'autres domaines, on est plus sur les hydrocarbures, on est aujourd'hui sur les métaux rares, sur les minerais critiques, et sur toutes ces ressources qui sont aujourd'hui indispensables à la fois à la transition énergétique et à la réindustrialisation à marche rapide des pays occidentaux et des pays du Sud. Et puis enfin, je dirais que le quatrième élément qu'il va falloir surveiller, c'est le rôle accru des géants du numérique, de corporations internationales très fortes, privées, qui redéfinissent également les règles du jeu. Les États ne sont plus seuls à décider, loin de là. Et aujourd'hui, l'impact, l'influence, la puissance des géants du numérique américains, chinois, espérons un jour européens, est partie prenante du modèle international. Bon, merci.
La situation internationale. Bien, maintenant, nous avons écouté notre ami Guillaume Deltenol, qui est un franco-israélien qui a débuté sa carrière chez KPMG et cette carrière dans les différentes entreprises internationales en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Il s'est spécialisé depuis 2015 en intelligence artificielle et en cyberarmes offensives ou défensives et aux images. Vous êtes intervenu dans différents médias, dont I24 News et différents magazines comme Figaro Magazine ou Global Security Magazine. Vous êtes intervenu dans des conférences, dont l'une sur Pegasus, Spyware et Cyberware. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Madame la sénatrice, Madame la présidente, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, en votre grade des qualités, je me permets donc d'intervenir sur cette partie du Moyen-Orient. Effectivement, je suis un franco-israélien, j'ai eu la chance de vivre 7 ans en Israël. Et effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre une technologie qui s'appelle Kemera, qui est en fait la technologie sœur de Pegasus, pour les agences de renseignement, 5 agences de renseignement en Occident. Donc, c'est pour ça que en fait, j'ai un peu touché à ce sujet à partir de 2015. Alors, j'ai la chance d'intervenir sur ce sujet, donc de donner un petit peu mon point de vue de franco-israélien. Et j'ai beaucoup aimé ce que Joséphine Staron a dit, effectivement, parce que il y a eu une méconnaissance et une idéologie qui était de croire qu'on pouvait avoir peut-être une pensée, une globalisation. Et je vais essayer de faire un petit peu un reset pour vous exprimer une pensée qui est un peu différente sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, cette allocution, cette discussion, je l'ai réalisée déjà le lundi 13 octobre. Certains parmi vous étaient présents et l'ont écouté. C'était donc le jour où il y a eu l'annonce qui a été faite de Sharm el-Sheikh, donc l'accord de Sharm el-Sheikh sur Gaza. Donc tout le monde sait, hein, c'est délivrance des otages, l'organisation de la bande de Gaza et reconstruction. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il va aussi relancer les accords d'Abraham avec certains États qui veulent accélérer et MBS, donc Mohamed bin Salam El-Sad, qui vient de dire qu'il préférait ralentir lui un petit peu par rapport à ce qui se passait à Gaza. Il voulait que le conflit se résolve définitivement afin de reparler des accords Abraham. Vous avez aussi un discours qui est assez intéressant. Séminaire, le président d'Argentine, vient de dire qu'on souhaitait développer des accords X-RAC pour l'Amérique du Sud. Donc, des accords Abraham pour tout ce qui est Moyen-Orient, pour Méditerranée, et la création, donc, et le développement avec les États-Unis d'un accord X-RAC pour l'Amérique du Sud. Donc, un rapprochement des pays de l'Amérique du Sud vers Israël. Pour bien comprendre cette différence, en fait, entre la pensée occidentale et ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que
il y a quand même une certaine déconnexion. On ne peut pas appliquer une vision de globalisation au Moyen-Orient. Je vais me tâcher, comme je l'ai fait il y a un mois, à faire une sorte de reset de vos mindsets, de vos façons de penser, pour vous rappeler simplement, au départ, que la seule région du monde qui avait été définie il y a à peu près 3 millions d'années, 3000 années, était Israël. Si vous lisez la Bible, le pays de Canaan a été délimité 3 fois. Et donc, on peut dire que c'est un des seuls pays ou régions qui, historiquement, a été défini il y a plus de 3000 années dans la Bible. Alors, certains, bien sûr, vont réfuter l'existence de ce texte, mais je ne suis pas là pour parler politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que si le royaume de David a été créé, une population, on sait, selon les fouilles archéologiques, à naître, il y a eu, depuis 3000 ans, des passages d'autres civilisations sur ce territoire qui avaient été créés. Et en fait, au fur et à mesure des années, et on peut dire maintenant des millénaires, ce pays qui avait été délimité a été lié. Les limitations ont été plus ou moins respectées. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc différentes civilisations sont installées, la dernière étant l'Empire ottoman. Et lorsque l'Empire ottoman va tomber après la Première Guerre mondiale, on va se retrouver, vous savez, sur des accords qui avaient été signés avec des accords secrets, qui avaient été signés entre les Anglais et les Français en 1916. L'accord de Sykes-Picot, qui était secret. Et ce qui s'est passé, et c'est ça, je pense, qui n'est pas entré, mais Joséphine on a parlé dans ce texte. C'est une région qui, en fait, depuis 1916, n'a pas voulu la paix. Si, en fait, on raisonne, on va s'apercevoir que depuis 1916, les peuples de cette région se battent pour délimiter leur territoire. Et donc, c'est assez intéressant de voir que si vous discutez avec quelqu'un aujourd'hui, il a peut-être son grand-père, son père, qui s'est battu pour ce village, pour sa région, pour sa communauté. Et cette lutte, c'est quelque chose que l'on a oublié en Europe, puisque les délimitations des pays dans les pays occidentaux ou dans d'autres pays sont présentes dans les états d'esprit des personnes. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec des personnes, les états sont délimités. Et en fait, ce sont des négociations qui se font entre zones géographiques, zones économiques. Mais en fait, le Moyen-Orient, c'est une zone géographique où les personnes sont en constante négociation et bataille depuis 1916, depuis la chute de l'Empire ottoman, allant jusqu'à les Tachminites, qui ont combattu l'Empire ottoman pour les Anglais, ont essayé de capturer l'Irak, on va leur donner la Jordanie. Donc on est vraiment sur des luttes tribales pour définir sa zone géographique. Pour bien comprendre l'esprit du Moyen-Orient, j'aime bien resituer des lois. J'aime bien redonner des lois que nous ne connaissons pas en Occident. D'ailleurs, ce qui fait beaucoup rire les personnes du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on dit l'Occident a le temps. L'Occident a la montre. Nous avons le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, vous pouvez définir les accords que vous voulez, nous aurons le temps de les mettre en place.
Le deuxième adage, quelque chose que l'on ne connaît vraiment pas en Occident, c'est qu'au Moyen-Orient, on pense qu'une négociation commence lorsqu'un accord est signé. Alors, on le voit avec l'accord de Charles Michel, on est d'accord sur quelque chose, mais on libère les otages contre le monde. Ou mieux, on va obtenir plus. Donc, la négociation commence lorsque l'accord est signé. Le troisième adage est très important, c'est de savoir que au Moyen-Orient, il y a une philosophie qui dit si je fais quelque chose et que ça réussit, c'est qu'il fallait que je le fasse, puisque personne ne m'a rien dit. C'est une pensée que l'on n'a pas en Occident, parce que nous avons des règles que nous devons respecter. Non, au Moyen-Orient, si on fait et qu'on réussit, c'est qu'on avait raison. Le quatrième point qui est très important et qui a été oublié, c'est que si l'Europe a fait sa révolution humaniste et a mis l'homme au centre de sa construction, au Moyen-Orient, c'est Dieu qui est au centre de la construction. L'homme est un moyen et rien d'autre qu'un moyen. Alors, si je devais faire un état des lieux du Moyen-Orient, je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, lorsque vous voyez Gaza, vous voyez des zones qui n'ont pas du tout été envahies par l'armée israélienne. Pourtant, ils sont sous son contrôle. Pourquoi? Pas parce que le village qui se trouve sous contrôle israélien travaille avec Israël. Donc Israël a besoin d'envoyer des forces dans le village. De toute façon, le village est pour Israël, même si le village est partie de la bande de Gaza qui est contrôlée par Israël. Et ça fait partie de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui existent et qui n'ont pas besoin d'appartenir à une globalisation. Au Liban, par exemple, lorsque Israël a envahi le Liban, les forces israéliennes, l'état-major était placé dans certaines régions, était placé dans les maisons des Maronites. Parce que tout simplement, les Maronites jouaient avec Israël. C'est ça le contexte du Moyen-Orient. Lorsqu'on voit par exemple les Druzes actuellement, dont le chef vient visiter Netanyahou et lui dit Netanyahou, les Druzes en Israël sont protégés par l'État. Nous souhaiterions que, en Syrie et au Liban, Israël protège les Druzes. Et nous nous trouvons dans une complexité où, en fait, Israël se retrouve dans le sud de la Syrie, officieusement. Les Américains, après l'accord de Sharm el-Sheikh, sont en train de dire nous allons installer peut-être une base à Damas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une communauté druze qui ne souhaite pas passer sous contrôle de musulmans ou islamistes. Et ça, je reviens encore sur cette idée qu'en fait, ce n'est pas une question de globalisation. Quand j'étais à une conférence avec des personnes du ministère des Affaires étrangères français, ils disaient il faut appliquer la loi. Mais je suis peut-être d'accord sur le fait qu'il faut appliquer la loi. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines régions du monde où c'est difficile car la culture est une culture locale. Comme le disait très bien Joséphine, la pensée globale ne peut pas être mise en place sur certaines régions. Alors, les Druzes, les chrétiens d'Orient, les Maronites, les Alaouites, si on entend les derniers renseignements qui sont arrivés, on s'aperçoit que les Alaouites disent clament haut et fort qu'ils en ont marre d'être persécutés par le nouveau régime syrien. Si on écoute un petit peu les réseaux, on va s'apercevoir que les Kurdes, qui sont protégés par les Américains, vont commencer à exploiter de plus en plus de pétrole parce qu'ils ne veulent pas que les Irakiens aillent acheter du pétrole aux Iraniens. Donc ils produisent plus pour pouvoir fournir aux Irakiens. Donc on est vraiment
là où je veux en venir, c'est qu'on est vraiment sur une zone géographique où, en termes de conflit, il est difficile de penser global, puisqu'il y a des intérêts communautaires. Alors maintenant, si je vais faire un panel des pays qui sont autour d'Israël par rapport aux différents accords que l'on a cités, ce qui est assez étrange, c'est que depuis quelques mois, l'armée égyptienne ne respecte plus les accords de Camp David et a remilitarisé et refortifié les zones du Sinaï proches d'Israël. Donc ça, c'est une question qui est en suspens, dont personne ne parle, qui inquiète le gouvernement israélien. Je ne peux pas l'étaler sur la place publique, mais les accords du Camp David ne sont plus respectés. On va avoir donc la Jordanie. Alors la Jordanie et l'Égypte, ce sont les deux pays de cette zone qui ont respecté la plupart des accords internationaux. On va avoir donc le Liban qui essaie de se positionner, qui essaie de désarmer les personnes palestiniennes qui sont sur son territoire. Et lorsqu'il y a des rassemblements, on va essayer de leur enlever les drapeaux palestiniens qu'ils ont. Et effectivement, on commence à rentrer sur une confrontation locale dans le sud avec une remilitarisation du Hezbollah. Et cette Syrie, appuyée par la Turquie, qui naturellement a intérêt à ce que la Syrie reste une zone globale, lui permettrait de prendre contrôle d'une zone. Si cette zone venait à être morcelée, elle aurait plus de difficultés à en prendre le contrôle. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, on est au début, effectivement, de quelque chose qui naît au Moyen-Orient, parce que, comme Joséphine l'a dit, on s'aperçoit que cela devient de plus en plus régional et on s'intéresse de plus en plus à ces phénomènes communautaires. Qui aurait pensé que sur la Syrie, donc le sud de la Syrie, on commence réellement à se poser la question de ce qu'il faut faire par rapport aux Alaouites, donc les Kurdes. Donc on est vraiment à l'orée de ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, le Hamas aussi sur la bande de Gaza est en train de se remilitariser assez rapidement. Et j'espère sincèrement que l'on va trouver une solution. Mais je voulais vous donner cette vision qui se rapproche, et je suis très content, Joséphine, parce que ça se rapproche de ce que tu dis, et qu'on commence à comprendre que le Moyen-Orient ne peut pas avoir une solution globale, il faut avoir une solution régionale. Merci beaucoup. Bien, maintenant nous allons entendre notre troisième intervenant, The Last but not the least, le général Favero, qui va donc nous présenter un peu sa vision de la situation en Ukraine, des accords baltes qui viennent d'intervenir dans le cadre de l'OTAN. Donc, le général Favero, c'est officier télécom, défense et guerre électronique. Il est conseiller de défense et de sécurité pour la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme. Vous êtes issu de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez commencé votre carrière comme officier d'active au sein des forces spéciales. Vous avez commandé le premier détachement spécial de guerre électronique et dirigé plus d'une centaine d'opérations liées au réseau de communication dans plus de 30 pays différents. En 1997, vous prenez la direction d'une unité spécialisée dans la sécurité d'infrastructures critiques au profit d'organismes d'État et de certains de leurs partenaires. Aujourd'hui, OIV, opérateur d'importance vitale.
En 2006, vous êtes diplômé comme auditeur de la 9e session de l'IERCE, Institut d'études et de recherche pour la sécurité des entreprises, organisme sous la tutelle de la Gendarmerie nationale, établissant un lien entre l'État et les entreprises sur le thème de la sécurité économique. Vous avez piloté le programme de mise en œuvre du nouveau système européen de compensation des flux financiers SEPA, de l'ancien banquier que je suis, au sein d'un grand groupe bancaire, avec notamment les nouvelles règles de sécurité financière liées à la surveillance et au tracking des flux de paiement, en relation avec la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous avez collaboré à la mise en place et pris la direction d'une unité de cyberdéfense en partenariat public-privé en 2011. Depuis 2012, vous êtes membre de la chaire de cyberdéfense et cyberdéfense des écoles de Saint-Cyr-Occident et participé aux travaux d'un groupe en charge de la veille sur les sujets de ces nouvelles armes cyber et des risques cyberterroristes. Vous intervenez dans les conférences nationales et internationales sur ces sujets. En tant que conseiller de défense et de sécurité, vous intervenez régulièrement au profit de certains États étrangers. Vous êtes membre depuis 2016 du conseil d'administration de l'Institut national des études de la sécurité et de la justice. Et vous êtes l'auteur de différents ouvrages, publications et communications, dont l'une avec le général Esquivier et le préfet de Troupeau sur l'hyperterrorisme. Et je salue le général Esquivier, qui est un des créateurs de ces temps, qui est parmi nous ce soir. Voilà. À vous, monsieur. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais devoir un petit peu mettre un bémol sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne reviens pas d'Ukraine. Chacun sait qu'il n'y a pas de militaire français en Ukraine. Donc, je reviens d'Estonie, de Tallinn, du cybercommande de l'OTAN. Et si quelqu'un m'a vu en Ukraine, c'est que mon GPS devait être malade comme le transpondeur des avions russes. Donc, ceci étant dit, le sujet, quand Madame la Présidente m'a demandé d'intervenir, c'était principalement de mon expérience sur les sujets de guerre chaude et de guerre froide. Donc, je vais rentrer dans des détails un peu plus précis et techniques, en fait, de ma connaissance. Il faut savoir que j'ai commencé ma carrière dans les années 80, donc il y avait des guerres chaudes. Il y avait l'Afghanistan, avec les Alliances, et déjà. Il y avait le Liban, et puis il y avait des guerres froides, avec le bloc soviétique, et puis le bloc occidental. Et je termine ma carrière avec des guerres chaudes. Je ne sais pas, vous connaissez tous, en ce moment, il y en a plein partout, et des guerres froides, parce qu'on ne sait jamais arrêter. Et en fait, je pense qu'on est dans un continuum historique, et ça a très bien été dit à plusieurs reprises depuis la nuit des temps. En fait, ces guerres chaudes, ces guerres froides existent. J'ai la conviction personnelle qui m'engage que moi, qu'elles continueront à exister malheureusement jusqu'à la fin des temps, si la fin des temps il y a un jour. Et c'est simplement, je pense, les moyens et les méthodes qui changent parce qu'il y a des évolutions. Il y a des évolutions stratégiques, il y a des évolutions politiques. Et le discours des deux précédents, en fait, intervenants, je pense que le vecteur commun qu'il y a pose, en fait, c'est le vecteur politique qui porte tout ça. C'est les décisions qui sont faites par les États régionaux ou par les ensembles et les organes plus importants. On peut parler des empires à une certaine période de l'histoire. On peut parler des régions, on peut parler des nations, parce que je pense que on revient très vite au sujet des intérêts nationaux. Et moi, alors, je fais partie de l'ancienne génération, aujourd'hui, militaire, mais les intérêts nationaux ont toujours été dans l'histoire, et je pense que l'histoire a montré à un certain moment. On a beau dire qu'on peut travailler globalement dans le domaine de la défense, dans le domaine du militaire, dans le domaine du stratégique, c'est compliqué. J'ai eu l'honneur de faire partie de la toute première brigade franco-allemande à l'époque de ton ex-patron,
Je peux vous garantir qu'on avait beau être mixé avec les Allemands, c'était les intérêts nationaux qui doivent être quand même et qui pilotaient en fait les actions de cette brigade contre le monde depuis c'est devenu ce que l'on connaît. En fait, je pense que les intérêts nationaux seront toujours là pour prioriser. Ce qui change, c'est clairement les outils, les moyens en fait, pour défendre et développer ces intérêts nationaux. Et c'est là où la notion de guerre froide et de guerre chaude, en fait, est assez intéressante. La guerre froide, à mon époque, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais jeune de temps, on m'expliquait, la guerre froide, c'est très simple, en fait. C'est quand tu n'as pas besoin d'aller combattre entre ennemis avec ton arme. Donc à l'époque, c'était quoi? Notre objectif face au bloc occidental, c'était l'espionnage, purement et simplement. J'ai commencé au milieu de ça. Aujourd'hui, l'espionnage est presque, enfin de l'époque, hein, l'espionnage des années, celui que moi j'ai connu des années 80, 90, il est totalement désuet. Pourquoi? Parce que les technologies ont évolué, les moyens et les méthodes, maintenant en renseignement ouvert, on a des millions de fois plus que ce qu'on avait en renseignement fermé à l'époque. Donc, ces moyens ont permis de changer complètement la donne et de faire continuer cette guerre froide, mais sous vos yeux quasiment. Cette guerre froide, pour moi, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle continue. C'est pas parce que le mur de Berlin est tombé que la guerre froide a cédé. Vous avez très bien vécu au début de. Moi, je vais appeler ça gentiment l'enthousiasme général et global mondial qu'il y a eu jusqu'en 2001. Donc, d'un seul coup, il vous l'a très bien dit, on est revenu à de dures réalités. Mais nous, militaires, on n'était peut-être pas aussi enthousiastes que cela. Je pense qu'on avait peut-être un peu plus de conscience que c'est pas parce que le mur de Berlin était tombé que tout ce qui se passait dans l'ombre disparaissait. Et c'est un homme de l'ombre qui nous dit, donc je continue à travailler les mêmes sujets que ceux que je travaillais au début de ma carrière. Et je termine ma carrière, je suis en deuxième cycle maintenant, les gens avec d'autres moyens, avec d'autres outils, agissent toujours pour les mêmes intérêts, mais différemment. Ce qui change fondamentalement, c'est que comme tout va beaucoup plus vite, et que l'information circule beaucoup plus vite, et qu'elle est globalisée, et qu'avec tous les médias dont on dispose aujourd'hui, quasiment plus rien n'échappe à la lunette en fait, publique. Dans ce coup, les peuples qui se trouvaient dans l'inconscience totale prennent une conscience de quelque chose qui, pour moi, existait depuis très longtemps, mais où on passait effectivement à cheval dessus très rapidement, parce que ce n'était pas très visible. Quand on fait aujourd'hui du renseignement technologique, quand on fait aussi un peu dans ce sujet-là, aujourd'hui, on a des moyens, on a des outils. Alors, tu as parlé de Pegasus, bon, c'est peut-être pas la meilleure référence pour lui, mais en fait, il y en a d'autres, hein, ça ne sera pas très bien terminé. En fait, avec d'autres moyens, effectivement, on arrive à continuer à faire ce renseignement souterrain, underground, qui constitue aujourd'hui un peu un moyen de faire de la manipulation, comme on faisait sous d'autres formes avec nos outils il y a 40 ans, continue à faire de l'influence, continue à faire de la désinformation, continue à faire de la délinquance informationnelle. Et la technologie permet de changer tout ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes tous connectés. S'il y en a un qui n'est pas connecté, qui lève la main, vous êtes tous connectés. Donc, vous avez les moyens, par divers et variés, de pouvoir en fait avoir des informations que vous ne pouviez pas du tout avoir il y a 40 ans. Et le fondamental, il est là. Et je pense que cette guerre froide, elle existe toujours et qu'il est nécessaire justement que toutes les populations en prennent conscience pour se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité. Donc, parlons concrètement de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine en ce moment. Vous avez vu que les technologies ont profondément modifié les techniques de guerre. Alors là, on est en guerre chaude.
Pourquoi on est en guerre chaude? Ben, je reviens à la définition qu'on m'a donnée au début de ma carrière, il y a 40 ans. On m'a dit, c'est simple, dès que tu as ton treillis, ton arme, tu es en guerre chaude. Ben, on est pile poil de l'autre côté. Sauf que, et comme il y a 40 ans, il y a une autre guerre par-dessus. C'est une guerre, pour moi, complètement froide, qui vise à manipuler les informations, qui vise à manipuler les populations, qui vise à faire de la géostratégie plus ou moins honnête et autre, et qu'on dispose de moyens assez sensationnels. Alors, je suis officier de la guerre électrique. Si je commence à vous parler de la guerre électrique, on est là pour toute la nuit. Mais en fait, en guerre électronique, qu'est-ce qu'on fait? On fait que ça. À l'époque, je pénétrais des réseaux satellitaires pour manipuler des satellites étrangers. Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter. On a des milliers de drones qui tombent sur l'Ukraine toutes les nuits. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va monter les drones. Et comme la Russie, qui a des moyens et une technique et pas plus idiote que tous les autres, elle va chercher à faire des contre-mesures aux bouilleurs de drones. Et qu'est-ce que va faire l'Ukraine? Elle dit bon, ben là, on a compris, ils arrivent à s'attaquer à nos brouilleurs, on va piloter les drones, comme ça, il n'y a plus de brouillage. C'est ce qu'ont fait les Russes et les Ukrainiens quasiment en même temps. Alors maintenant, on est sur la guerre de la longueur du fil de pilotage. 15 km les premiers, 25 km aujourd'hui, et on est en train de sortir de celui de 50 km. Il faut bien comprendre que ces drones sont filoguidés maintenant pour éviter les brouillages. La filoguidée, c'est clair pour tout le monde, un petit fil, une fibre optique qui est plus fine qu'un cheveu, en fait, et qui permet de télécommander. Alors là, vous pouvez mettre tous les brouilleurs que vous voulez. Donc, de toute façon, le signal numérique passe dans la fibre optique, il n'est pas perturbé. Mais c'est pas grave, on commence déjà à avoir des contre-mesures. Et ça, on est dans le vol de technologie, parce que tout le monde n'invente pas cette technologie. On va aussi la chercher et la voler. Il y a des gens qui conçoivent cette technologie, il y a des gens qui les volent, il y a des gens qui les modifient, il y a des gens qui les industrialisent. Ça, c'est des guerres froides, On est dans une guerre froide. Le but qu'il y a derrière, encore une fois, c'est de développer des intérêts plus ou moins honnêtes des uns ou des autres. Mon rôle à moi n'est pas de juger, mais mon rôle à moi est de constater, en fait, que chacun veut défendre ses intérêts nationaux. Et qu'est-ce qui dit de Vladimir Poutine aujourd'hui? C'est les intérêts de la Fédération de Russie, c'est rien d'autre. Alors, effectivement, s'il arrivait à constituer une Union soviétique et dire mettre le drapeau russe dessus, ça nous irait très bien. Donc, on revient à ces groupes impérialistes, ces empires dont on parlait tout à l'heure, ça irait très bien, mais ça vient uniquement du politique. C'est le politique qui prend ces décisions-là. Alors, je ne veux pas juger de savoir si Poutine a raison ou a tort. J'ai mon avis personnel, il n'importe quoi, il est sans importance. En toute façon, Vladimir Poutine a une stratégie, qui est une stratégie de défense d'intérêts nationaux. Il va utiliser tous les moyens qu'il a à sa possession pour arriver au bout de ses objectifs. Et ces objectifs, il va les mener de deux façons différentes et complémentaires. En guerre ouverte, la guerre chaude dont on parlait, et il va les mener en guerre froide, en guerre beaucoup plus fermée, beaucoup plus underground, dont nous, population, il faut prendre conscience le plus rapidement possible. Et ça se décline comment? Même à vos niveaux, même chez vous. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes tous connectés, vous les constatez tous que vous vous connectez sur des sites, par exemple le journaux français, on connaît ni la mais ce sont des journalistes français avec des journaux français, et qu'en fait l'information vient d'où? Elle vient simplement de la manipulation qui a été faite par des intérêts. Alors, j'ai tendance à dire russe parce que je connais pratiquement concrètement réellement des cas réels. D'autres, il y a d'autres pays qui font ça très bien aussi. On a la Chine, on a l'Iran, on a les États-Unis. Donc en fait, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que ce sont tous des actes qui sont manipulatoires, dont on n'a pas conscience et dont il faut prendre conscience. C'est de la contre-ingérence qu'il faut que l'on mène à notre niveau collectif. Parce que ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide. Et ça vous manipule, vous, directement. On avait du mal à faire il y a 40 ans. Donc, pour moi, la guerre chaude, la guerre froide, vous les retrouverez tout le temps.
dans toute l'histoire. Depuis l'Antiquité, ça existe. Et ça existera encore longtemps. Et je pense que les moyens, les outils, les technologies évoluant tellement rapidement, on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui ce qui nous attend dans 2 ans. Pour vous dire à quelle vitesse, en fait, d'engrenage on est. Je prends l'histoire des drones philosophiques. Quand la guerre d'Ukraine a démarré, je mets au défi n'importe quel expert de défense de venir dire que 2 ans plus tard, tous les drones seraient philosophiques. Je pense que même nous, dans ce métier, on ne l'avait même pas anticipé. Donc, ces moyens, ces outils, cette vitesse en fait, qu'il y a derrière, engage en fait, des actions avec des outils, des méthodes qui jouent soit sur la guerre ouverte, soit sur la guerre fermée, je veux dire la guerre froide et la guerre chaude. Je pense que les deux cohabiteront en permanence. Dans le bloc de l'Est, c'est encore plus crucial. Poutine, ce qu'il veut, c'est se protéger, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, se protéger de l'OTAN, le bloc adversaire occidental. Donc, toute la ceinture la plus large possible. Et il se rend compte qu'il y a des pays qui ont mal basculé, comme celui qu'on arrive, l'Estonie, c'est un cas. C'est caractéristique, l'Estonie. Il est frontal, en fait, avec la Russie. Et en fait, l'Estonie, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années quand la Russie, via ses cyberattaques, a mis à genoux l'État estonien. Et quand je dis à genoux, il y avait plus un service public qui fonctionnait. Il faut être conscient de ça. Imaginez-vous ici, à Paris, un seul service technique qui fonctionne. Plus d'énergie, plus de téléphone, plus d'Internet, plus de transport, plus d'informatique pour réguler tout ce qui régule votre vie du matin jusqu'au soir. Plus de téléphone, je crois que c'est le plus difficile pour les gens. Donc, c'est ce qui est arrivé à l'Estonie, en fait. C'est l'OTAN qui est quand même intervenu directement pour dire ça. Et ces essais-là, c'est de la cyber. Et la cyber, malheureusement, quand on fait de la lutte contre le cyberterrorisme, on a peur des conséquences du potentiel de la technologie. Cette technologie est tellement puissante puisque tout est interconnecté. Tout est interconnecté aujourd'hui. Il faut être bien conscient qu'il n'y a plus aucun équipement qui n'est pas connecté. Vous prenez une centrale de traitement de l'eau qui distribue votre eau potable. Elle est régulée par des électromanes qui permettent d'alimenter les circuits et de traiter l'eau. Alors, une question, est-ce qu'il y en a qui savent quel est un des composants très particuliers du traitement de l'eau des centrales d'eau? Vous voyez, c'est là où la prise de conscience est essentielle. Et bien, sachez qu'on met du cyanure pour traiter l'eau. Alors évidemment, dans des quantités infinitésimales, c'est vraiment extrêmement faible. Parce que ça permet en fait, de détruire certaines bactéries en fait, qui sont risquées pour la santé publique. Le problème, c'est qu'il faut maîtriser la quantité. Et comment on maîtrise ça? On maîtrise ça par informatique. Et comment on maîtrise ça par informatique? Certains ont dû entendre parler des fameuses stations SCADA de pilotage industriel, qui, elles, sont extrêmement précises, des logiciels de très haut niveau. Il n'y a rien à dire sur ces logiciels. Ils sont fantastiques. Ils coûtent les yeux de la tête. Et ça, on est contre ces stations-là, nous vendent ça 10 millions. Sauf qu'une station SCADA, ça s'attaque. Et puis c'est connecté, puisqu'il faut donner les consignes de réalimentation, de gestion du réseau d'alimentation. Donc tout ça, c'est connecté. Donc tout ce qui est connecté est à câble. Ça, c'est une règle chez nous. Un grand principe, à partir du moment où vous le connectez, il est à câble, vulnérable. C'est-à-dire, on l'engage, il est vulnérable. Ça veut donc dire que ces centrales d'eau, l'incident est arrivé. C'est pour ça que je vous en parle, ce n'est pas par hasard. L'incident est réellement arrivé d'une station qui a été attaquée de cette façon. Et en fait, c'est une coïncidence énorme qui a permis d'éviter la catastrophe. Alors le pays, alors certains connaissent peut-être l'incident, parce qu'il y a eu des publications qui ont été faites dessus après. C'est arrivé aux États-Unis d'Amérique.
Cette station, en fait, a eu un mélange de produits de traitement en fait, qui était tout à fait inadapté à la santé publique. L'eau a coulé dans les réseaux, sauf que pour des raisons pratiques liées à la topologie du terrain où il y avait des stockages en fait, d'eau, ils avaient établi des vagues de stockage d'eau qui étaient sous forme d'étages, parce qu'il n'y avait pas la place de mettre le volume dans un seul bassin d'eau. Donc il y avait plusieurs bassins les uns derrière les autres. Le premier bassin a été contaminé, le deuxième bassin a été contaminé, et le troisième, enfin ceux qui étaient dessous, en fait en aval, continuaient à distribuer de l'eau propre. Et heureusement, quelqu'un est intervenu et a détecté l'anomalie, parce que nous sommes dans le bassin, en fait, avant que tous les bassins soient contaminés. Parce qu'une fois qu'on a atteint le dernier bassin, le plus bas, et qu'on part dans le réseau d'alimentation d'eau, c'est terminé, on n'arrête pas. Et on contamine les populations. Les risques, les nouveaux risques en fait, qui sont associés à des guerres qui, pour moi, sont des guerres froides. Hein. Vous n'avez jamais vu une seule arme. Vous n'avez jamais vu un seul treillis. Vous n'avez jamais vu un seul casque lourd, à pointe ou pas à pointe. Donc, en fait, il faut bien comprendre que cette cohabitation, ce que moi j'appelle le feu et le froid, on va l'avoir de façon de plus importante. Ce qui est important, c'est là où le pouvoir politique doit vraiment changer de braquet, de dimension, c'est la prise de conscience collective de cette cohabitation-là, des risques et des menaces, et que chacun apprenne les méthodes pour au moins être vigilant et faire le maximum pour éviter que les incidents se produisent. Et ça, c'est absolument essentiel. Et le pouvoir politique n'est pas suffisamment fort face à ça, pour des raisons politiques. Je ne vais pas aller plus loin, d'autant plus que j'ai ma sœur à côté de moi, là, c'est un peu délicat. Mais un militaire et une sénatrice, je peux vous dire que ça fait des étincelles à la maison. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des tas de moyens comme ça de perturber et de mener une guerre douce, une guerre underground. Et ces moyens-là, il faut vraiment qu'on forme toutes les populations. C'est pareil en contre-ingérence. Les manipulations que vous pouvez subir, toutes bêtes, lorsque vous êtes ingénieur d'une entreprise qui travaille pour la défense, et que par exemple, vous partez à l'étranger et que vous êtes logé dans un hôtel. Il y a des réflexes. Il y a des réflexes en réforme maintenant, des réformes des difficultés. Quand les élus partent en voyage, Madame l'ancienne représentante de la commission de défense du Sénat, qu'on part en voyage à l'autre bout du monde, qu'on est sénateur de la République française et qu'on va les loger évidemment dans des hôtels, ben, il y a des règles à respecter. C'est de la guerre froide. Le but, c'est de prendre du renseignement. Le but, après, c'est d'exploiter ce renseignement et c'est de pouvoir le transformer en avantage. Et là, je vais peut-être être un peu en différence avec les précédents intervenants, en avantage national. De ce que, parce que pour moi, Vladimir Poutine, quand il parle de la Fédération russe, il parle de nation. En fait, c'est une fédération. Pas tout à fait pareil, normalement. Pourtant, quand on parle de Biélorussie, qui retient que la Biélorussie existe. Enfin, on est quasiment en Russie, en fait. Et en fait, je pense que c'est des intérêts nationaux. Et ces intérêts nationaux, ils sont historiques, culturels, ils sont financiers, économiques. C'est vrai. Je pense que c'est le moteur numéro un, parce qu'au final, c'est ça qui importe. Et ouais, un peu sourire, parce que j'étais directement concerné sur le sujet des Allemands vis-à-vis de la Russie et de l'absolue dépendance qu'ils avaient. Ce qui est important, c'est que cet intérêt économique-là a fait faire n'importe quoi à l'Allemagne. Moi, je le dis à titre personnel, je le pense comme tel. Et ça leur a fait faire n'importe quoi pendant des années. L'intérêt économique a finalement, en Allemagne, été plus important que l'intérêt national. Quand je parle de nation, à la De Gaulle, de grandeur de la nation, en fait, je parle de ça.
Donc, en fait, c'est vrai, c'est malheureux, c'est triste. C'est extrêmement triste. Et malheureusement, les organismes dirigeants des entités, des États et des communautés sont beaucoup plus sensibles à l'intérêt personnel, à l'ego, à l'intérêt économique qu'à l'intérêt national. Et c'est peut-être la difficulté que nous aurons à affronter dans les années à venir. C'est peut-être ce qui risque de ralentir la prise de conscience globale des populations face à cette guerre froide qui continue. Merci.